Amis bricoleuses, amis bricoleurs, amis youtubeurs, you tombez bien. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, j'avais commencé en fait à faire une vidéo, malheureusement la carte était pleine de 2D. Donc du coup, la vidéo s'est arrêtée, donc je reprends. Je vous passe en fait toute la partie démontage de l'appareil. Je vais reprendre un petit peu les explications que j'avais données sur l'autre vidéo. Parce que comme j'ai pas envie de faire de montage, c'est plus simple pour moi de changer de carte SD et de dire voilà ce que j'avais dans l'intention de faire. Alors je vous présente un appareil que j'ai acheté, qui est un Silvercrest. En l'occurrence là il est Silvercrad. Donc voilà, c'est un appareil qui normalement est censé... Enfin c'est un bain, une bassine ou un bain à ultrasons qui normalement était vendu pour nettoyer, vous savez, les bagues, les petits bijoux, les petits trucs, donc comme un gadget. Ceci dit, moi j'ai voulu en faire autre chose. Enfin, je l'ai utilisé pour ça, mais je l'ai utilisé pour nettoyer des CI, des composants et autres. Quand on fait de la récup, on a la possibilité d'utiliser l'acétone ou alors directement de les plonger dans de l'eau distillée et puis de laisser macérer tout ça à un certain temps, à la fréquence à laquelle c'est censé travailler, qui normalement est une fréquence de 40 kHz. Donc dans mon intention, j'avais, enfin dans mon idée, j'ai acheté un autre appareil comme celui-ci, sauf que il n'est pas comme celui-ci, il fait 2 ou 3 fois cette puissance, 3 ou 4 fois la puissance de celui-ci, il est en inox, c'est une bassine qui fait 6 litres, je crois, avec robinet et tout. Donc du coup je me suis dit bah écoute, le vieux qui est dégueulasse, qui a subi le test à l'acétone, oui parce que j'ai été très intelligent sur ce coup là, en fait j'avais nettoyé une pièce métallique et dedans en fait j'avais mis de l'acétone. Seulement l'acétone c'est bien, ça ronge le plastique, mais comme c'était dans la cuve en inox, logiquement voilà, mais j'avais un peu zappé que les vapeurs d'acétone étaient aussi très agressives, ce qui fait que on se rend compte ici que le plastique est un petit peu déformé, assez dirty et cassant, hein, non, enfin je sais pas, donc voilà, donc ça, et puis donc du coup sur la précédente vidéo, ce que vous ne verrez pas, c'est que je me suis amusé à démonter le truc en me disant bon espoir, je vais peut-être utiliser le transduceur qui est à l'intérieur pour faire autre chose, et c'est autre chose, par exemple ça aurait pu être un perforateur à ultrasons, donc avec une pointe très fine, ou une pointe même pas forcément très fine, mais qui vibre à 40 kHz, et du coup faire des trous dans certains types de matériaux, notamment le plastique, ou le plâtre, ou machin, sans avoir à avoir un outil qui tourne. Voilà, ça c'était une de mes premières idées. Et puis après, je me suis dit, tiens, il existe aussi ce qu'on appelle des cutters, ou des cutters, des ciseaux, ou enfin, un ciseau ultrason. Donc le but du jeu, c'est de faire vibrer une lame à 40 kHz, ou peut-être plus, ou peut-être moins, j'en sais fiche trop rien. Et du coup, en fait, il suffit de faire rentrer cette lame en contact avec l'objet que l'on souhaite couper, pour faire une coupe très nette, donc très nette Charles, donc Charles très net, rien à voir. Donc avec voilà, si on prend par exemple une lame de cutter classique, ou une lame de scalpel, pas classique mais de scalpel quand même, voilà, dans ce genre là. Voilà, et qu'on venait placer en fait ça sur un objet métallique qui lui-même serait piloté par le transduceur, il suffirait d'approcher la matière pour faire des coupes, par exemple dans de la mousse. Vous savez, les mousses, très souvent, la mousse c'est très compliqué à couper, parce qu'il faut chauffer la lame, mais trop chaud, la mousse vient se coller sur la lame et ça fait un truc dégueulasse, ça pue. Pas assez chaud, ça coupe pas, et du coup, pour couper de la mousse, on est obligé de revenir plusieurs fois avec la lame, machin, et puis la lame passe pas au même endroit, donc du coup, je me suis dit, bah, ça peut être pas mal. Le truc c'est que j'ai ouvert le boîtier, et en ouvrant le boîtier j'ai eu la petite surprise. Alors la platine électronique, je ferai le détail de la platine tout à l'heure, mais le transduceur en fait il correspond pas vraiment à ce que j'attendais, je m'attendais pas vraiment à ça. Quoique j'aurais pu m'y attendre parce que l'épaisseur de l'ensemble ne présageait pas un dispositif conséquent. Donc en fait c'est ni plus ni moins qu'une grosse condelle piezo, voilà, qui a été collée avec une colle très particulière, une résine qui doit résister, elle, je pense, à très haute fréquence, en tout cas, qui est prévue pour ça en tout cas. Voilà. Donc du coup, après cette mauvaise petite surprise, je dirais, qui lui sauve quelque part la vie, hein,
en tout cas pour le moment, je me suis attardé donc sur la platine. Et donc du coup rapidement comme ça, hein, sans trop machin, j'ai commencé à décoder un petit peu ce que faisait la platine. Alors en définitive c'est relativement simple, hein. Bon, ici on a le cordon secteur. On arrive ici sur l'antiparasitage du filtre, donc je présume que là il y a un fusible, oui, F2 2A, donc fusible de 2 ampères, un condensateur, un autre condensateur, une résistance, machin, des bobines de filtrage. Donc ici on a de l'antiparasitage pour éviter les retours haute fréquence sur le secteur, un peu comme sur les alimentations à découpage classiques. Ensuite de ça on a du redressement ici, voilà. Avec une partie en continu ici. On a aussi un redresseur ici. On a une résistance, donc je présume qu'ici ils ne se sont pas trop cassés la tête, hein, pour faire de l'abaissement de tension. Ils ont utilisé simplement pompe diode, condensateur, résistance, enfin voilà, ils ont dû faire une petite salade comme ça pour alimenter en quelques volts, 3, 4, 5, 6, 12 volts, j'en sais foutre rien. Ce petit boîtier en fait contient toute l'électronique, toute la logique, je dirais, de gestion du temps. Donc en fait on voit ici 3 fils qui partent de la board et qui arrivent ici sur cette sur ce petit boîtier, hein, qui est censé être en façade du truc. Donc on a start, set, stop. 7 ça doit être pour déterminer le temps si je me souviens bien, start et stop. Voilà. Donc ici on a 3 fils, donc un plus, un moins et un signal de retour. Voilà. Qui pilote donc très probablement les deux transistors qui sont là, ouais, voilà. Bon, alors moi j'en étais arrivé là jusqu'à ce que la carte elle se découpe, et du coup j'étais pas content. Donc on a ici l'autre fil, retour. Ok, ok, d'accord. Donc voilà. Donc on a un relais ici. Ok. Donc le fil de retour en fait apparemment se sépare en deux. Il pilote deux transistors. L'un des deux transistors pilote le relais qui est ici, qui doit alimenter, je présume, la partie qui se situe ici, hein, qui doit apparemment être dans des tensions relativement importantes, quoique il y a des grosses résistances là, qui je pense sont là pour... quoique non, en fait il y a marqué high voltage area. Donc à mon avis c'est quand même... ouais. Donc voilà, ici on a deux MOSFET, donc des IRF 830, donc qui sont montés en bridge, je présume. Voilà. Ici on a un petit CI qui lui doit être spécialisé. Alors le pilotage, alors j'ai un transistor, c'est rigolo parce que j'ai un transistor en fait qui vient piloter le relais ici. L'autre transistor, de ce que j'ai vu sous la piste, semble se diriger vers ce côté là. Donc je présume que lui en fait, le deuxième transistor Q2 vient piloter ce CI qui s'appelle IR2153, voilà, qui doit être très spécialisé, enfin très probablement spécialisé dans le pilotage à haute fréquence, en tout cas de ce que je crois comprendre sans regarder les datasheets ou autre. Ensuite de ça on a une RV-VR, alors il l'appelle R10E, moi j'appelle ça une VR, VR parce que résistance variable. Ah oui, j'expliquerai, je ferai une petite vidéo pour poser une petite question, ou en fin de vidéo je vous poserai une petite colle. Donc VR qui doit très certainement être là pour caler donc la fréquence des 40 kHz, ou 40, ou la fréquence en tout cas à laquelle c'est censé travailler. Moi je dis 40 kHz mais j'en sais foutre rien, hein. Ça peut être 38, 42, 43, 45, j'en sais rien, mais 40 kHz c'est quelque chose que j'avais lu quelque part, donc ça me semble pas totalement incohérent. Donc on a nos deux trucs, on a ici un transfo haute fréquence, moyenne fréquence, hein, on peut bien faire, parce que bon, on dit basse fréquence, haute fréquence. Bon, et on peut bien avoir un médium, non? Bon, moyenne fréquence. Hein, voilà. Donc moyenne fréquence, peu importe si ça existe ou pas, moi j'invente le terme, je m'en fous. Et puis ensuite de ça, on arrive directement sur le pilotage du transduceur. Donc le transduceur, voilà, c'est juste un élément piezo. D'ailleurs Sabine, je t'ai pas oublié, hein, les composants, tout est là. J'attends juste les MOSFET que j'ai pas en fait.
Ça me permet de gagner un peu de temps sur la réalisation de ce truc. Là, c'est une vidéo facile à faire. Il suffit d'ouvrir. Enfin, au départ, ça devait pas être facile à faire parce qu'au départ, je devais modifier ce truc-là. Mais bon, je le modifie pas. Pas tout de suite en tout cas. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, je me souviens plus. Oui, donc, un truc qui peut être éventuellement intéressant, avec ce composant-là et ce montage-là, peut-être éventuellement, en se passant du transfo HF, peut-être qu'il serait intéressant de refaire un ZVS basé sur ce montage-là, parce qu'en fait, 40 kHz, c'est une fréquence, je dirais, quasi idéale pour faire ce qu'on appelle du ZVS. Vous savez, les chauffages par induction là, de métaux. Très souvent, en fait, de ce que j'ai regardé à l'oscillo, ils ont des fréquences qui sont un peu trop importantes et malheureusement, en fait, ils ne restituent pas toute l'énergie qu'ils pourraient restituer au métal sous forme de chaleur. Et c'est un peu dommage. Parce qu'en fait, ils sont pas drivés, ils sont pas pilotés, ils sont en oscillation libre, donc ils oscillent à la vitesse maximum, ou presque, à laquelle ils peuvent osciller dans les 100 kHz ou plus. Et c'est dommage parce que le fer, en fait, c'est pas vraiment sa fréquence idéale, c'est pas vraiment la fréquence idéale pour faire chauffer du fer, ou d'autres matériaux d'ailleurs. Parce que souvent sur les ZVS, alors je change un petit peu de sujet là, souvent sur les ZVS en fait on a une fréquence qui est relativement élevée. Malheureusement cette fréquence ne correspond pas à la fréquence de résonance normalement utile pour un type de matériau type. Alors je m'explique, l'aluminium et le fer par exemple vont pas résonner à la même fréquence, ils vont pas réagir et ils vont pas dégager de la chaleur de la même façon. De l'aluminium, vous le plongez dans un champ magnétique à 100 kHz ou 150 kHz, le truc il chauffe pas. Et c'est tout à fait normal. Même si c'est un métal amagnétique, contrairement au fer, le truc, vous le plongez dedans, il est censé pouvoir chauffer également. On doit pouvoir faire chauffer de l'aluminium. Seulement, il faut changer la fréquence du ZVS pour ça. Et trouver la fréquence qui sera la plus idéale à la chauffe de l'aluminium. Comme on peut faire chauffer n'importe quel type de métaux, presque n'importe quel type de métaux, selon ce principe. Il faut juste trouver une fréquence qui soit perturbante pour le métal. Mais par exemple, pour vous en donner un bon exemple, il y en a qui vont vous dire oui, machin, on peut pas faire chauffer autre chose que du fer dans un ZVS. Faux. La preuve, c'est que les champs magnétiques peuvent avoir une influence sur des métaux qui ne sont pas magnétisables, qui ne sont pas aimantables. Ça se dit pas, hein, mais bon, c'est pas grave. On s'en fout. De toute façon, vu l'évolution de la langue française, je crois qu'on peut tout se permettre aujourd'hui. Ça ne choque plus personne. Enfin, moi qui dis ça, j'écris français comme une brêle. Mais par contre, je sais quand même parler. Jacques. Donc, ce que je disais, voilà, par exemple, pour vous en donner un bon exemple, prenez un aimant néodyme et mettez-le dans un tube en cuivre. Laissez-le tomber dans le tube en cuivre, vous verrez qu'il a une interaction avec le tube en cuivre. Donc c'est bien que le magnétisme, même sur des métaux amagnétiques, peut avoir une influence. Il va avoir une influence parce que ce champ magnétique va créer un champ électrique dans le tube qui est en cuivre et donc va avoir une réponse magnétique à cette chute. Et donc du coup va ralentir l'aimant dans sa chute. C'est très rigolo à observer d'ailleurs. Donc il est tout à fait possible de chauffer différents types de métaux, il faut juste changer la fréquence d'oscillation des ZVS. D'ailleurs un ZVS, à mon avis, je pense que ça devrait pas tarder. Là ils sont dans la version la plus basique, savoir que c'est un pont qui auto-vibre, hein, qui est en oscillation libre, je t'allume, toi tu t'éteins, moi je t'allume, et ainsi de suite. Bon bref. Or, si on les pilotait un petit peu comme c'est piloté là sur le CI, je pense qu'on aurait la possibilité éventuellement de faire varier les fréquences, toute réserve gardée évidemment, parce que bon, mais en employant donc un circuit LC, donc le coil et condensateur, en modifiant en fait les condensateurs ou le nombre de bobines, de modifier la fréquence de résonance, ça c'est un premier point, mais on peut très bien piloter directement les MOSFET pour qu'ils vibrent à une certaine fréquence, et donc adapter le circuit LC en fonction de la fréquence à laquelle on va le faire résonner. Et du coup, on serait beaucoup plus proche de la puissance maximum admissible, enfin transmise au métal, pour le faire chauffer. Et je pense qu'en quelques
secondes, on verrait des métaux qui là, avec un ZVS même super puissant, mettent un certain temps à devenir rouge, voire blanc, en beaucoup moins de temps, simplement parce qu'on aura adapté la fréquence à quelque chose qui réagira plus vite avec le métal qu'on est en train de traiter. Donc ça c'est un sujet, une piste de réflexion que j'offre à tous les bricoleurs. Moi j'ai pas forcément le temps de m'y attarder, ceci dit, sur cet appareil là il y a déjà ce composant là qui peut être intéressant. Donc toute la partie en fait je dirais qui est ici pourrait éventuellement être intéressante pour justement piloter un ZVS de manière à avoir une fréquence bien déterminée. Si effectivement, comme je ne me trompe pas, ce petit ZVR en fait sert à piloter la fréquence, à déterminer une fréquence, à régler la fréquence du circuit d'oscillation et des MOSFET là, il serait effectivement possible d'adapter la fréquence en fonction de l'usage. Par contre, ça nécessiterait effectivement de réadapter les bobines des ZVS ou les condensateurs de ces mêmes ZVS de façon à pouvoir être bien sur la bonne fréquence. Bon alors, que me direz-vous? Vous me direz, ouais bah alors c'est bien, t'as ouvert un appareil mais t'en fais rien et tu blablates depuis tout à l'heure, tu nous as présenté 2-3 trucs, mais il se passe pas grand chose. Bah oui, il se passe pas grand chose parce qu'en fait, déception, le transduceur ne correspondant pas à ce que je veux faire, je peux pas en faire un cutter, je peux pas en faire une perceuse à ultrasons. Merde, fait chier. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc je vous pose ma petite colle dont j'ai parlé au début. Ma petite colle est la suivante. Un multimètre, ça sert à quoi? Un mètre, ça sert à quoi? Chercher tous les mots en mètres, d'accord? Un ampère-mètre, un voltmètre, d'accord? Ça sert à quoi? Et puis maintenant, du coup j'ai perdu le nom pour ce truc là. Alors moi j'appelle ça une résistance variable, mais il y en a qui appellent ça un potentiomètre. Alors je comprends pas très bien parce que pour moi c'est un peu un intrus, un potentiomètre. Il est censé mesurer puisqu'il y a mètre derrière. Potence, donc il est censé mesurer le potentiel. Il affiche rien, il me donne aucune valeur ce truc. C'est une résistance variable et pas un potentiomètre. À mon avis, cette histoire de potentiomètre, c'est un abus de langage. Peut-être que je me trompe, mais tout ce qui se termine en mètre, en général, sert à mesurer. Ampère-mètre, voltmètre, wattmètre, décimètre, mètre, kilomètre. Enfin non, kilomètre c'est l'unité, mais on s'en fout. Et d'un seul coup, on tombe sur un truc qui s'appelle potentiomètre. Mais le machin, il donne aucune valeur, c'est un truc qu'on règle. C'est un peu chelou, je trouve. Donc voilà, c'était un petit peu ma colle du jour. Si vous avez la réponse à cette question qui est un peu en flottement, ou cette réflexion personnelle par rapport à cette histoire de mètre, ou de potence, vive les pendus, oscillatrice, macaron, on pense à toi. Bon, bref, peu importe. Donc voilà, bon bah la vidéo est terminée en fait, il n'y a pas grand chose à dire de plus. C'était fait sur le pouce, un petit coup de speed, un petit coup de... J'avais envie de faire une vidéo... Bon je suis désolé hein, pour certains d'entre vous qui ont eu des problèmes avec les vidéos en 360. Bon j'admets, c'était franchement pas top. Alors pour ceux qui se posent la question, voilà ce que j'utilise, mais je pense qu'il y a moyen de traiter le signal vidéo différemment, parce qu'une fois qu'on a filmé avec ce truc là en fait ça fait vraiment du fish eyes. Par contre il existe un outil qui permet de travailler la vidéo et de rentrer ce qu'on appelle les métadonnées dans la vidéo pour que YouTube comprenne que c'est du 360. Seulement vous apercevez bien que c'est pas du 360 à proprement parler, c'est du 270 degrés sur 360 degrés. Et c'est là où c'est compliqué de trouver le moyen de gérer ce truc là. Alors moi je le gère en 360, ce qui fait qu'il a du mal ici, forcément il voit pas ce qui se passe là, et il crée une zone d'ombre, et sur certaines des vidéos, non seulement j'apparaissais 2 fois plus baraqué que Philippe de Mérillac, mais quand je dis baraqué, c'est baraqué, hein. Genre on aurait du musclor, mais malheureusement ça me faisait une tête de cul, voilà. Donc je sais pas encore comment est-ce que je vais gérer le problème des SN360 là, des vidéos en 360 degrés.
Bon voilà, je vous invite à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette petite vidéo, même si elle n'est pas forcément top top. Je vous invite à vous abonner si c'est la première fois que vous venez et que vous voyez une de mes vidéos. Je vous invite aussi à me rejoindre donc sur la page What Can I Do, donc sur Facebook. Donc What Can I Do, donc c'est le diminutif, enfin c'est le diminutif, non c'est la véritable appellation de What's It, donc What Can I Do with or for. Voilà, bon écoutez, j'espère que vous avez kiffé. Rejoignez-moi quoi, enfin je sais pas, on va faire un truc, on va essayer d'améliorer tout ça. Si vous avez des compétences en montage, notamment sur... je me souviendrai jamais du nom de ce logiciel, un truc qui est sous Mac que j'ai acheté, pas très cher mais que j'ai acheté quand même, que j'ai jamais utilisé. J'ai pas le son, à chaque fois que je fais un montage il n'y a pas de son, j'ai pas compris comment ça marchait ce truc là, et puis pour sortir la vidéo c'est chiant. Bref, donc si vous connaissez un petit peu ce logiciel, que je puisse essayer de faire des montages, des trucs, enfin améliorer un peu la qualité des vidéos, faire des intros, faire des sorties, rien de sexuel, hein. Mais enfin voilà, faire quelque chose de cool, ça serait sympa. Voilà, de me donner un petit peu vos tuyaux. J'ai regardé 2-3 tutos, mais le problème c'est qu'ils disent pas comment est-ce qu'on termine la vidéo. Ils disent bien tout ce qu'on peut faire avec, mais une fois qu'on a fini, on fait quoi? Comment est-ce qu'on enregistre cette vidéo? Et surtout, comment est-ce qu'on écoute la vidéo quand on est en train de faire le montage? Parce que bon, c'est bien d'avoir l'image, mais le son, il est où, quoi? Enfin, je comprends pas. Final Cut, voilà, je me souviens du nom. Bon, écoutez, ciao les amis.